Suite aux conditions sanitaires, l'émission a dû être enregistrée à distance. Nous nous excusons à l'avance de l'éventuelle baisse de qualité. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour à toutes et à tous. Comme vous le savez, depuis 2007, le 2 avril est la journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme. Plusieurs études indépendantes révèlent que sur l'ensemble de la population mondiale, le spectre de l'autisme touche entre 60 et 70 cas sur 10 000, soit environ une personne sur 150. Les enfants autistes sont souvent out, exclus de la société. Cette journée du 2 avril est justement l'occasion de sensibiliser aux problématiques quotidiennes rencontrées par les familles d'enfants autistes qui se battent pour que cet handicap ne soit plus considéré comme une maladie. Mais aussi pour que les autistes et leurs familles ne soient plus laissés out, isolés, abandonnés dans leur bulle de détresse. Écoutons les témoignages de parents d'enfants autistes et de professionnels, éducateurs et thérapeutes directement concernés par l'autisme. Écoutons Rizlan, maman d'un enfant TSA, interviewée par André. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Quel impact le TSA a eu sur votre vie et dans vos relations avec votre enfant? Je m'appelle Rizlaine, j'ai 42 ans, j'ai 4 enfants, dont un petit de 6 ans qui est autiste. Je suis monoparentale et donc je m'occupe seule à temps plein de mes 4 enfants et ainsi que de mon travail à temps plein également. L'impact qu'il y a eu, c'est que quand le diagnostic a été posé chez Kian, il a été posé à l'âge de 3 ans. C'est vrai que quand j'avais déjà un doute vers l'âge d'1 an et demi, qu'il y avait quelque chose dans son comportement. Voilà, on compare toujours, enfin c'est naturel, on compare avec nos autres enfants. J'avais déjà un doute. Mais là, c'est vrai que quand le diagnostic est tombé, il avait 3 ans, ça a été le choc. Il a fallu digérer la mauvaise nouvelle. Ça n'a pas été très, très, très facile. Voilà, il a fallu le temps de reprendre ses esprits à ce niveau-là. Et par rapport à mon enfant, c'est clair que quand on vous dit que votre enfant est différent, il est porteur d'un handicap, que voilà, il est autiste, automatiquement, enfin, en tout cas pour ma part, j'ai été encore plus protectrice envers lui, puisque pour moi, il était plus vulnérable du fait que, voilà, qu'il n'était pas comme les autres. Il fallait que je le protège encore plus, le couvre encore plus que mes autres enfants. On s'imagine plus notre vie comme on a pu l'imaginer, ou en tout cas la projeter. Tout a été chamboulé du fait que voilà, on se retrouve avec un enfant porteur d'un handicap. Ta vie, elle est complètement chamboulée, basculée. Il faut tout revoir, tes priorités, euh, par rapport à ton enfant, comment tu vas t'organiser. Je veux dire, il y a tellement de choses qui impactent au niveau de l'école, au niveau de la vie de famille, la vie sociale, comment tu vas t'y retrouver du jour au lendemain, tu avais une famille tout à fait normale, si je peux dire ça comme ça, même si, voilà, avec les aléas de la vie, mais là, avec quelque chose qui se rajoute, ça a été assez compliqué. Est-ce que la population est assez sensibilisée au problème du trouble du spectre autistique? Pour ma part, la société d'aujourd'hui, elle est très, très peu inclusive et investie dans la problématique du TSA. Il y a énormément de manquements dans le domaine et à tout point de vue. Quelques exemples par rapport au suivi de l'enfant, les thérapies qui sont proposées aux enfants porteurs d'handicap au niveau de l'autisme, le soutien qui est apporté aux parents. Tout ça, pour moi, est très, très peu existant. Peu d'informations, peu de suivi, peu de soutien, peu de collaboration.
Pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, il y a vraiment, un gros problème à ce niveau-là. Je dirais en plus, que la société d'aujourd'hui n'est pas du tout, à l'écoute, n'est pas du tout adaptée, heu, pour nos enfants qui sont porteurs de handicap, que ce soit au niveau des transports en commun, au niveau de l'infrastructure scolaire, au niveau de l'apprentissage. Il y a des choses qui sont faites, certes, mais qui restent encore très, 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 très minimes, très faibles, par rapport à leur développement. Hem, Par rapport aux parents aussi, rien n'est adapté pour, des parents qui ont un enfant porteur de handicap, notamment, au niveau de l'autisme. Je veux dire, moi, je travaille temps plein, je peux pas me permettre, de travailler mi-temps ou de ne pas travailler du tout pour pouvoir, donner, le meilleur à mon fils, donner tout ce que je peux, le temps, l'investissement que je peux donner à mon fils. Parce que malheureusement, je suis de un j'ai double peine. En fait, j'ai un enfant, si on peut appeler ça comme ça, hein, de manière, très péjorative. J'ai un enfant porteur d'un handicap et deuxièmement, je suis monoparentale. Donc je suis livrée à moi-même. Il n'y a pas de temps de travail adapté pour s'occuper d'un enfant handicapé. Je veux dire à long terme, hein. Oui, à court terme, il y a des choses qui existent, mais ça reste vraiment des choses à très, très court terme. Il y a très peu de choses qui sont proposées aux parents, donc on est livré à nous-mêmes. C'est un peu, débrouillez-vous. Bah oui, votre enfant est handicapé. Ben oui, voilà, il faut travailler. Au niveau des thérapies, ce qui est proposé reste encore de nouveau très, très, très faible. En tout cas, au niveau de la cadence, au niveau de l'enseignement spécialisé. Et puis, ce sont des coûts, heu, très, très importants. Par rapport à ce qui est proposé à l'école, comme ce sont des thérapies qui sont très, minimes, c'est-à-dire, pour donner un exemple, une séance de logopédie, il a 1 heure une fois par semaine. Alors que ce sont des enfants qui ont besoin énormément d'aide, que ce soit en logopédie, en ergothérapie, en kiné, je veux dire, il y a tellement de choses auxquelles ils ont besoin, mais les heures qui sont proposées en école spécialisée sont très peu. Donc, on est obligé, en tout cas pour les parents qui peuvent se le permettre, on est obligé de faire en parallèle des thérapies d'ordre privé, mais d'ordre privé qui sont très, très, très onéreuses et qui ne sont pas pris en charge par la mutuelle, qui ne sont pas remboursées par une assurance complémentaire. Donc, tout est à la charge du parent. Donc ici, si je dois faire le calcul, j'ai 1 000 €, si pas plus, par mois, rien qu'en thérapie privée pour mon fils. Voilà, je travaille seule, j'ai 4 enfants, donc voilà, vous faites vite le calcul. Énormément de choses, on passe à la trappe, on se prive de beaucoup de choses pour pouvoir donner, un minimum, parce que ce que je vous dis là, c'est un minimum de suivi d'ordre privé. Parce que si je pouvais, je ferais plus d'heures. Mais malheureusement, financièrement, je ne sais pas suivre. Déjà, ce que je fais à l'heure d'aujourd'hui, c'est très, compliqué, mais je le fais. Je sacrifie malheureusement mes autres enfants par rapport à d'autres choses. Moi, j'en parle même pas. Je n'existe plus par rapport à beaucoup de choses, mais par rapport à mes autres enfants, je leur sacrifie, je leur supprime énormément de choses pour pouvoir donner à Kian certaines, thérapies pour qu'il ait un développement un peu mieux, un peu meilleur, qu'il puisse être un peu plus autonome. Tout ça au détriment, bah, de mes autres enfants. Parce qu'à l'heure actuelle, je n'ai pas de choix, je n'ai pas d'aide financière, je n'ai pas d'aide, psychologique. Tout est à notre charge et c'est très, très lourd. Quand vous voyez que votre enfant peut avoir certains services, hem peut avoir accès à certaines choses auxquelles sont bénéfiques pour lui, mais malheureusement,
vous ne pouvez pas le faire parce que c'est très cher. Donc, vous êtes impuissante, vous êtes psychologiquement, clairement détruite parce que vous voyez votre enfant qui peut être autonome, qui peut se développer, mais malheureusement, vous n'avez pas les moyens financiers pour y subvenir. Pour conclure, comment définiriez-vous le TSA d'un point de vue personnel? Écoutez, c'est très vaste pour moi encore. En tant que maman d'un enfant TSA, je trouve que l'appellation reste encore très floue pour ma part, car le trouble du spectre autistique englobe tellement de comportements différents qu'il est très difficile de s'y retrouver, que même les professionnels, quand on est en consultation, ils restent très prudents dans leur diagnostic, dans leurs propos. Ils restent assez vigilants et prudents parce qu'eux-mêmes disent que le trouble du spectre autistique est tellement complexe et tellement vaste que vraiment dire que votre enfant se retrouve dans telle ou telle case, entre guillemets, je dis bien, ça reste assez compliqué. Et nous, en tant que parents, bon, on attend d'un professionnel que ce soit clair euh, pour qu'on puisse déjà mettre, pointer du doigt, ou en tout cas mettre des mots sur un comportement. Et ça reste encore très flou. Et voilà, malheureusement, il y a encore des choses à éclairer dans ce trouble du spectre autistique qui, voilà, la science est encore limitée. Il y a encore beaucoup de choses qui sont en pleine recherche, en pleine expérience. Donc voilà, on est quand même, voilà, on reste encore très démunis au niveau des informations à ce niveau-là. Écoutons également le témoignage de Nathalie, maman d'un enfant TSA, interviewée par Zouhir. Bonjour Nathalie, donc vous êtes une maman d'un enfant autiste. Pouvez-vous nous parler de cette situation? À quel âge votre enfant a été diagnostiqué TSA? L'autisme de mon fils a été diagnostiqué un peu avant ses 2 ans. On avait compris, enfin, en tous les cas j'avais compris depuis bien longtemps que il y avait un souci et le temps de faire les démarches utiles, un diagnostic définitif a été posé pour ces 2 ans, on va dire. Deuxième question, comment avez-vous réagi à ce diagnostic? Je dirais en 2 temps. D'abord évidemment un choc émotionnel énorme. On a l'impression que le monde s'écroule. Pourquoi nous? Beaucoup de culpabilité, essayer de comprendre comment une telle chose a pu arriver. Et puis, dans un second temps, parce que pas le choix, une espèce de prise de conscience obligatoire et immédiate. Que fait-on maintenant? Que fait-on maintenant? Parce qu'on n'a pas le choix. On se bat maintenant. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien en termes d'éducation? Le rôle de parent, c'est quand même le rôle le plus difficile à exercer, qu'on ait un enfant neurotypique ou différent. Je crois que surtout les plus grosses difficultés qu'on peut rencontrer, c'est cette absence d'incompréhension de notre société qui fait que les choses ne sont pas adaptées avec notre enfant et que donc on doit inventer, créer tout ce qu'il faut pour eux parce que rien n'est à notre disposition, ne serait-ce qu'au niveau formation. Ou alors les formations sont extrêmement chères, ou qu'on n'a pas la possibilité de les faire aussi. Donc oui, je pense que ça c'est le plus compliqué et surtout de pouvoir adapter notre manière de vivre à celle d'un enfant parce qu'on ne peut plus avoir la vie
qu'on n'avait pu connaître avant. Ça, je crois que c'est la plus grosse difficulté. Comment vous vous êtes adapté? On n'a pas eu trop le choix, même si ça a été très difficile. Et je crois que la plus grosse difficulté qu'on ait eu à surmonter, c'est de se mettre tous au diapason d'un petit être qui rentrait dans nos vies, pour lequel on ressentait qu'il avait d'énormes difficultés, que par exemple simplement le bruit ou les lumières pouvaient être très perturbantes, que simplement manger pouvait prendre un temps fou et voilà, qu'il y avait une hypersensibilité buccale, etc. Enfin, on a dû s'adapter parce qu'il n'y a pas le choix. Quels moyens vous avez mis en place pour pallier aux difficultés de votre enfant? Un enfant, enfin en tous les cas avec Louis, c'est comme si au fur et à mesure, on s'était apprivoisé. Comme dans le cas de Louis, il n'y a pas de langage verbal, ou très peu, il a fallu décoder ce qu'il voulait dire, décoder des regards, décoder des cris, décoder des moments où il pouvait frapper, décoder des moments où il pouvait pleurer. Et donc tout ça, ça s'acquiert avec le temps. Tout ça, ça s'acquiert aussi en étant en contact avec les bons thérapeutes, et des thérapeutes, il y en a beaucoup. On prend simplement l'exemple de la logopédie. Je pense que des logopèdes, on en trouve quasiment à tous les coins de rue, ou presque. Mais la logopède formée à l'autisme, c'est extrêmement rare, et quand on en trouve une, elle est full. Donc voilà, je pense que les moyens qui sont à notre disposition ont été vraiment créés sur une base d'une relation triangulaire. Donc vraiment l'enfant, nous et le thérapeute. C'est pas l'enfant et le thérapeute qui créent des moyens pour pallier aux difficultés et l'enfant et ses parents qui en créent d'autres. Non, non, c'est vraiment tous ensemble qu'on arrive à créer des moyens pour pallier à ces difficultés. Qu'est-ce que l'enseignement ordinaire a apporté à votre enfant par rapport à l'enseignement spécialisé? Autant l'école spécialisée avait apporté beaucoup, mais on est arrivé à la limite au niveau social, parce qu'évidemment, notre enfant se retrouvait dans une classe avec 6 ou 7 autres enfants autistes qui n'avaient pas ce besoin de communiquer, et donc cette force qu'il avait en lui ne pouvait pas être développée, et la seule solution possible à ce moment-là pour nous, c'était d'essayer de mettre en place un projet d'inclusion. Alors oui, je pense que Louis a eu beaucoup de chance de tomber dans un groupe classe qui était vraiment très, très accueillant, qui a eu du mal à comprendre, mais de nouveau, alors du coup, l'importance de l'enseignante. Et Caroline a été vraiment formidable à expliquer avec ses mots à elle que Louis était différent, qu'il fallait vraiment l'aider, l'accompagner. Et franchement, ça s'est super bien passé. Petite anecdote aujourd'hui, les enfants sont tellement contents d'avoir Louis en classe qu'ils sont conscients des difficultés, par exemple, qu'ils peuvent rencontrer par rapport à aller simplement aux toilettes. Et chaque jour, un enfant est désigné pour dire « moi, je vais prendre soin de Louis aujourd'hui ». Ça, c'est vraiment magnifique, quoi. Le groupe a vraiment tiré Louis vers le haut, et je pense que Louis leur a fait un énorme cadeau, parce que malgré qu'ils aient entre 4 et 6 ans, ils se souviendront de Louis plus tard. Et si dans l'enseignement plus tard, primaire, ils doivent rencontrer un enfant trisomique ou autre autiste ou même handicapé moteur, je crois qu'ils auront toujours ce souvenir de cette expérience avec Louis, et que ce sera d'office bénéfique tant pour eux que pour l'enfant différent. Que vous a apporté le soutien des associations? De pouvoir entrer en contact avec d'autres gens qui vivent la même chose que nous. Et ça dépend du caractère de chacun, mais moi, ça m'a fait du bien. Je me suis sentie beaucoup moins seule. Et ça a créé une solidarité avec d'autres parents qui fait qu'aujourd'hui, la vraie famille, elle est aussi là, dans ces personnes que j'ai rencontrées, en particulier une famille où aujourd'hui leur enfant est mon filleul, et aujourd'hui nos fils
se considèrent et se comportent comme des frères. La famille, elle est là. Est-ce que votre enfant vous impressionne? Il m'impressionne tous les jours. Et il est d'autant plus impressionnant que, je vais expliquer par exemple par rapport au langage, quand il dit une phrase, d'abord il y a la surprise, et il y a aussi des fois, oui, il y a la surprise du fait qu'il parle, mais il y a aussi que, de nouveau, c'est sans filtre, on s'y attend pas. Il y a cette petite subtilité, cet humour bien placé, se dire aussi, ou apprendre à comprendre que votre enfant, je ne sais pas par quelle manière, hein, mais sait lire. On ne parle pas, mais on passe devant un endroit et il lit un mot. Je me dis, qu'est-ce qu'il raconte? Puis je regarde autour de moi et je vois le mot qu'il répète. Comment est-ce que cet enfant de 3-4 ans qui ne sait pas lire, à qui on n'a jamais... oui, il connaît déjà l'alphabet, déjà depuis bien longtemps, mais à qui on n'a pas appris à lire, sait lire et vous sort un mot comme ça, qu'il a vu sur une enseigne ou sur une publicité ou à la télévision, ou un stop dans la circulation, alors qu'on lui a jamais expliqué que le signe de stop, ben, voilà, c'est ça que ça voulait dire, quoi. Donc il y a, oui, une éternelle surprise qu'il apprend le système solaire de manière telle qu'il sait le replacer dans n'importe quel contexte, que s'il porte à un moment donné de l'intérêt à la Mac-montre, ils connaissent très très rapidement l'ensemble des pays de notre planète Terre. Pour un enfant de 4 ou 5 ans, ça reste quand même assez exceptionnel. Donc oui, je pense que son intelligence et ce qu'il partage de son intelligence avec nous est extrêmement surprenante. Et je suis persuadée qu'on est bien en deçà. C'est juste la partie visible de l'iceberg. Je crois que le jour où le langage va exploser dans sa bouche, on va encore ouvrir des yeux. Ça, c'est certain. En tant que maman, qu'est-ce que ça a révélé en vous? Quels conseils pouvez-vous donner à des parents d'enfants TSA? Ça a permis de réveiller en moi une femme que je ne connaissais pas il y a 6 ans. Je la connaissais pas. Elle était en moi, sinon elle serait pas sortie, mais que je ne connaissais pas. Et je pense que c'est sûrement le cas de beaucoup de parents dans ma situation. Et je crois que voilà, grâce à Louis, je suis quelqu'un d'autre. Grâce à moi, sûrement, et à son frère Jay, qu'il adore, Louis évolue dans un environnement rempli d'amour et c'est une grande chance pour lui. Grâce à toi, Louis, maman évolue sans filtre. Je sais aujourd'hui qui je suis. Je sais aujourd'hui vers où je vais. Je sais aujourd'hui que la route n'est pas simple, mais qu'on va y arriver. Je sais aujourd'hui qui est ma famille, je sais aujourd'hui qui sont mes amis. Et je sais aujourd'hui, grâce à toi et à ton frère, tous les jours pourquoi je me lève. Et donc, l'ingrédient principal de tout ça, c'est l'amour. Il y a rien d'autre. Si je peux donner juste un conseil aux autres parents, c'est donner de l'amour à votre enfant parce qu'il vous en rendra, mais au centuple. Il vous en rendra au centuple et ça aura des conséquences pour dans tous les domaines. Alors bien sûr que c'est plus simple une vie
avec un enfant neurotypique où il n'y a pas toutes ces embûches sur notre chemin, mais en même temps, ils nous font grandir, mais de manière incroyable. Voilà. Amour, espérance, combativité, ne jamais baisser les bras. Et quand on les abaisse, les vrais amis seront là pour vous relever. Ça, croyez-moi. Et ne perdez plus votre temps avec les faux amis, parce que ceux-là ne vous méritent pas. Interviewé par Myriam. Bonjour tout le monde, ici c'est Myriam, je suis membre à l'ASBL et je vais vous poser quelques questions concernant le sujet de l'autisme. Ma première question est, est-ce que vous pouvez vous présenter en tant que femme, en tant qu'écrivaine ou en tant que maman? Alors, en tant que maman, déjà, je suis mariée et puis j'ai 3 enfants. Donc, Anne-Laure, c'est ma fille qui est handicapée et autiste. C'est la seconde de la fratrie. Donc, j'ai qu'une fille aînée qui a maintenant 24 ans. Anne-Laure a 24, bientôt 25. Anne-Laure a 23 ans. Et puis, j'ai un fils qui a 18 ans. Et c'est finalement au bout, quand Anne-Laure allait avoir 10 ans, que j'ai commencé à écrire. J'ai toujours beaucoup lu, j'ai toujours été passionnée par les livres, ça c'est quelque chose qui me tient depuis que je suis enfant, mais j'avais jamais écrit avant. Et puis un jour, en fait, Anne-Laure avait une crise un peu plus importante que les autres, si je puis dire. Et le soir, j'ai pas réussi à dormir et j'ai voulu relater ce qui s'est passé. Et on était dans un hôtel, en fait, un espèce de club de village de vacances. Et je me suis isolée dans la salle de bain pour commencer à écrire ce qui venait de se passer, parce que je ne pouvais pas garder ça pour moi. J'avais vraiment besoin de le mettre sur le papier, quoi. Et c'est comme ça que tout a commencé, en fait. J'ai fait le récit, c'était un chapitre du premier livre, le récit de cette crise très particulière. Et ça a vraiment été une crise, on ne comprenait pas pourquoi, on n'arrivait pas à la calmer. Enfin, ça a été très, très, très éprouvant et ça nous a fait peur, en quelque sorte. C'était vraiment stressant. Donc, il a fallu agir. Et tout d'un coup, elle a cessé de se taper, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qu'on a fait. Enfin, tout d'un coup, ça s'est arrêté. Et voilà, ça a marqué un début de quelque chose. Enfin, j'arrête pas d'écrire sans Anne-Laure. Enfin, je sais pas, peut-être qu'un jour je me serai autorisée à écrire pour une autre raison, je sais pas, on peut toujours imaginer des choses, mais c'est vraiment ça a été Anne-Laure le fait déclencheur, clairement. Ouais. Alors, j'ai une question justement. Voilà, vous êtes passé par la Suisse, vous êtes passé par... Ma deuxième question est, vous avez vécu dans différents pays avec Anne-Laure. Est-ce que vous avez vu une différence au niveau de l'accompagnement des autistes? Alors, oui, j'ai des expériences qui sont très différentes. Après, c'est vrai qu'à chaque fois, ça évoluait parce qu'Anne-Laure n'avait pas le même âge. Son handicap, son autisme n'était pas forcément défini de la même façon à chaque étape. C'est vrai que la prise en charge d'Anne-Laure au tout début, c'était une prise en charge qui tâtonnait beaucoup, parce que quand elle est née, en fait, on ne savait pas du tout ce qu'elle avait. On n'avait aucune idée de ce qu'elle allait être et de ce qu'elle pouvait avoir ou pas avoir. Enfin, c'était assez compliqué. Il n'y avait pas une maladie, en fait, définie. Précisément à sa naissance, elle avait juste du retard dans toutes ses acquisitions, dans tous ses apprentissages. Donc, en fait, on mettait en place des stimulations de physio, d'orthophonie, d'ergothérapie, etc. Donc, voilà. Après, quand on est arrivé en Angleterre, là, on a essayé de l'intégrer dans une petite école, enfin une école enfantine, une école maternelle pour les enfants elle avait 2 ans, donc elle avait 3 ans quand elle est rentrée dans cette structure. Mais c'était que des enfants qui avaient quand même des grosses problématiques de retard ou autre, en fait, de handicap. Et puis, en fait, c'est véritablement en Angleterre qu'on a réalisé qu'elle était handicapée, entre guillemets, enfin une personne en situation de handicap, si je puis dire maintenant, parce qu'ils n'ont pas voulu qu'elle reste dans ces structures qui étaient une structure d'évaluation. Et là, c'est ce que je raconte dans mon premier livre, ils l'ont orientée dans une école, enfin, ça s'appelait quand même école, parce qu'en Angleterre, ce sont des écoles, mais pour les enfants porteurs de handicap lourd et profond. Et là, le lourd et profond, ça a été un peu le coup de massue de se dire, ah oui, notre fille est handicapée lourdement et profondément. Donc, c'était très, très lourd, en fait. Elle avait 6 ans, et puis, non, elle n'avait pas 6 ans, elle avait 4-5 ans, ouais, c'est ça. Et donc là, l'orientation, enfin, là, il y a vraiment eu l'étiquette handicapée qui s'est affichée complètement pour nous. Donc ça, c'était une étape assez importante pour tout le monde, hein, pour toute la famille. Mais elle a eu une excellente prise en charge, en fait. Véritablement,
À cette époque-là, c'était magnifique. Il y avait vraiment tout le matériel, tout le personnel, le contexte, le cadre. Enfin, c'était fantastique comment elle était stimulée, quoi. Donc ça, c'était une très, très bonne prise en charge, même si ça a été un peu violent de cette prise de conscience, on va dire. Après, le retour en France, ça a été extrêmement chaotique parce que, tout simplement, il n'y avait pas de place pour elle, en fait. Il n'y avait pas suffisamment de centres, il n'y avait pas suffisamment de place pour ce qu'elle avait comme problématique. On parlait pas encore d'autisme pour elle à l'époque. Ok. Il y avait des traits autistiques, on s'apercevait d'un certain nombre de choses, mais disons que le handicap mental et physique passait avant l'autisme, si je puis dire, dans sa façon de se comporter, de réagir. Et là, le retour en France, ça a été vraiment très, très, très compliqué parce qu'elle a dû rester à la maison avec moi pendant presque 10 mois, 10-11 mois, sans prise en charge. On allait une demi-journée par semaine dans une espèce de petite garderie qui acceptait de la prendre le lundi matin. Enfin, et en plus, son petit frère avait 2 ans, donc on était coincés à la maison parce que je ne pouvais pas sortir avec 2 poussettes et que c'était vraiment, ça a été très, très dur. Et franchement, voilà, là, ça a été une période où j'ai vraiment failli faire une dépression. Enfin, j'étais très, très mal, quoi. J'étais épuisée, complètement épuisée. J'en voyais pas le bout. Parce qu'en fait, j'avais aucune idée Personne n'était capable de me dire si la situation allait s'améliorer ou pas. 3e question, dites-moi, votre fille vous surprend aujourd'hui? Alors, Anne-Laure, elle m'impressionne, mais elle m'impressionne depuis toujours, en fait. C'est assez incroyable parce qu'elle... c'est clair qu'elle est très autistique et un autisme qui est lourd, qui est là, qui est présent, etc. Mais elle a une capacité à déclencher une empathie avec les autres qui est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'elle fait du charme aux gens. Je sais pas ce qu'elle leur fait exactement, et elle touche les autres. Et ça c'est quelque chose qui me marque depuis le début, depuis qu'elle est vraiment toute jeune, cette capacité qu'elle a à s'entourer, à éveiller quelque chose chez l'autre qui l'attire, qui fait qu'elle rentre en lien sans parler, juste avec des sourires ou une façon de se comporter. Et puis, donc ça, c'est sa relation à l'autre. Ce qui me surprend toujours aussi, c'est qu'en fait, elle évolue. C'est pas figé, c'est absolument pas figé, c'est très très lent. Enfin, n'importe qui peut-être le remarquerait pas, mais elle fait des progrès. Elle fait toujours des progrès et elle nous surprend avec des mots qu'elle va dire. Alors, elle va les dire pendant un mois, puis après, elle les dit plus. Mais voilà, tout d'un coup, elle dit quelque chose, ou elle fait quelque chose, ou elle est capable de s'adapter à une situation, et on a toujours l'impression que non, il ne va rien se passer. Mais si, ça continue et ça jaillit. Et en fait, c'est ça qui est fantastique. Si on est un peu à l'écoute et vigilant, on s'aperçoit de ça. Et voilà. Et en plus, moi, là où elle me surprend, c'est elle saisit quand même beaucoup de choses de l'humanité de chacun, quoi. Elle perçoit très bien le désarroi, elle perçoit la faiblesse, elle perçoit quand on n'est pas bien. Et alors, ça a des bons côtés, des mauvais côtés. Par exemple, quand on est vraiment pas bien, ça l'envahit un peu. Ça la fait réagir d'une façon négative. Par exemple, mais si on est dans un désarroi quelconque et qu'on lui demande de nous aider, elle nous aide. Et justement, qu'est-ce qu'elle vous a apporté en tant que maman? 4e question, que vous a-t-elle apporté en tant que maman? En tant que maman, je ne sais pas, parce que elle m'a obligée à ne plus... comment dire? N'importe quel enfant, vous voulez qu'il progresse, vous voulez qu'il acquiert un certain nombre de connaissances, de raisonnement, de logique, de position dans le monde, qu'il établisse des liens, surtout qu'il avance et puis qu'il aille là où sa destinée doit aller, enfin qu'il arrive à être heureux, etc. Avec Anne-Laure, on peut dire qu'on a les mêmes souhaits, parce qu'on voudrait qu'elle progresse, on voudrait qu'elle établisse des contacts avec les autres, etc. Mais on est dans une dimension qui est complètement autre, en fait. Et elle nous a appris à freiner complètement, c'est-à-dire on n'a pas une vision pour elle de ce qu'elle devrait être ou ce qu'elle pourrait être un jour. On prend juste ce qu'elle nous offre au quotidien, quoi. Donc, c'est peut-être mettre de côté tous les objectifs qu'on a par rapport à ses enfants. On se dit, ah oui, il pourra faire ci, il pourra faire ça, il sera ci, il sera ça. Voilà, Anne-Laure, non, absolument pas. Donc,
c'est juste être très sensible à son bien-être, qu'est-ce qui va lui apporter de la joie, du bonheur, du calme, un bien-être au quotidien, quoi. Mais on n'est plus, on enlève tout ce qui est compétition, mais en fait, avec mes autres enfants aussi, donc c'est vrai que je pense que ça a décalqué un peu sur les deux autres. Du coup, j'arrive plus à définir précisément ce que je fais avec les uns et pas avec les autres. Oui, une certaine tolérance, bien sûr, une très très grande tolérance. Et peut-être, oui, c'est quelque chose qui, peut-être la chose la plus importante, en fait, c'était de lui faire confiance. Et je pense que lui faire confiance, quoi qu'il arrive, quoi qu'elle arrive à faire ou pas, lui faire confiance qu'elle est capable de s'y retrouver quelque part et de se construire aussi à sa façon. Et ça, je pense que c'est un point extrêmement important parce que de réussir à lui faire confiance et de ne pas penser que tout vient de moi ou des gens qui doivent l'aider, hein, mais qu'elle aussi, elle a une part de responsabilité dans le sens où elle est partie prenante à ce qui lui arrive. Pas dans le sens où elle est responsable, coupable, je ne sais pas quoi, mais dans le sens où elle prend les choses en main et qu'elle peut aussi se manifester par rapport à ça. Donc, faire confiance et qu'elle est responsable de sa vie aussi, ça, c'est extrêmement important. Et je pense que c'est peut-être le point qui a le plus déteint sur son frère et sa sœur. C'est-à-dire qu'on a appris à faire confiance à Anne-Laure, enfin moi en tout cas, et du coup, je pense que je fais peut-être plus confiance à son frère et à sa sœur à cause de ça. Ça a vraiment développé ce point-là. Oui, c'est ça, tout à fait. Je pense que et de les considérer responsables de leur vie, les trois en fait, de façon différente, mais ils sont. Enfin, c'est comme ça qu'on les considère, quoi. On les soutient, on est là, on est présent. Ils savent très bien qu'ils peuvent avoir affaire à nous quoi qu'il arrive, pour n'importe quelle raison, mais voilà, ils sont libres, quoi. C'est une sorte de liberté qu'ils ont d'avancer et de suivre leurs objectifs ou pas d'ailleurs. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que vous voulez rajouter. Pour revenir à l'autisme quand même. Ma dernière question est, voulez-vous rajouter quelque chose? Pour revenir à l'autisme quand même, comme je dis toujours, moi je parle de l'autisme de ma fille et je ne parle pas de l'autisme en général parce que je pense que c'est vraiment extrêmement important de se mobiliser, d'en parler, parce que c'est extrêmement complexe en fait. Et je pense qu'on a besoin d'énormément de moyens pour la prise en charge, pour soulager les parents parce que c'est extrêmement lourd. La gestion, si je puis dire, au quotidien est vraiment très, très, très lourde. Donc, je pense qu'il faut vraiment se mobiliser, il faut vraiment en parler. Mais ce qui est extrêmement important, c'est qu'à chaque enfant, à chaque personne autiste, il y a un autisme différent. Et je pense que c'est ça qu'il faut prendre en compte. C'est que l'autisme d'Anne-Laure, ce n'est pas celui des autres. Et voilà, et réciproquement. Donc voilà, ça c'est le point pour moi qui est le plus important de tous, c'est que chaque personne autiste est différente et a ses caractéristiques, si je puis dire, et c'est de ça dont il faut tenir compte. Il n'y a pas un autisme, il n'y a pas l'autisme en général, quoi. Françoise Ponsin, logopède, spécialisée dans le trouble du spectre autistique, interviewée par Dominique. Pouvez-vous vous présenter et nous expliquer la particularité de votre métier? Voilà, moi je m'appelle Françoise. Donc en fait, j'étais déjà pendant mes études très motivée par le TSA, donc le trouble du spectre autistique. Donc j'ai fait pas mal de choses en tant qu'étudiante, des formations par an, où ils cherchaient des étudiants pour un petit peu encadrer les enfants avec des petites activités d'apprentissage, avec des loisirs. Et puis, une fois les études, mon diplôme de logopède en place, j'ai travaillé pendant quelques années dans la première unité spécialisée dans les troubles du comportement au SUSAR. Donc, c'est un service universitaire spécialisé en autisme. Et donc là, on a appris à comprendre qu'un comportement problème ne fait pas partie du TSA, mais c'est souvent la fonction d'autre chose. Moi, je me suis frappée parce que j'avais faim, on m'a donné à manger, donc je continue à me frapper parce que j'ai faim, parce que j'ai pas d'autres moyens. Et donc là, j'ai vraiment beaucoup appris parce que j'ai appris à comprendre comment fonctionnaient les personnes qui avaient de l'autisme, et enfin un TSA. Et puis après, je suis rentrée, les centres de diagnostic, il y a 16 ans, se sont ouverts. Et là, j'ai décidé de faire partie du centre de diagnostic de l'UCL, des cliniques universitaires Saint-Luc, où on fait des diagnostics et la coordination, mais aussi plusieurs projets, des groupes d'entraînement aux habilités sociales avec des enfants et des adolescents. Aussi, là, je suis sur un gros projet de sensibilisation des équipes de soins pour prendre en charge des personnes qui présentent de l'autisme, et aussi travailler tout ce qui est prévention et préparation avec les familles. Et alors,
peut-être ce que je préfère, c'est que depuis toujours j'ai un indépendant et j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir faire l'indépendant qui me semblait le plus idéal, en tout cas la façon de travailler. J'ai toujours eu à cœur vraiment très fort d'intégrer les familles où on est partenaires, on travaille ensemble, on réfléchit ensemble, on est heureux ensemble, on se pose des questions, on vit parfois des moments compliqués, mais on construit. Mais ce qui est vraiment important, c'est que les parents sont vraiment mes partenaires. Et donc, on n'est pas dans une position de la logopède est l'expert et va dire aux parents comment faire, mais plutôt on va construire un projet ensemble et on est partenaires. Oui. Et ça, c'est vraiment une spécificité. Voilà, j'ai eu vraiment énormément de chance de pouvoir toujours suivre ma ligne de conduite en faisant beaucoup de formations, en réfléchissant beaucoup, mais vraiment en disant le parent reste le partenaire, on travaille ensemble dans un but commun et on écoute surtout ce dont les familles ont besoin. Pensez-vous que notre société est assez sensibilisée à la problématique du TSA? Pas encore assez. Alors c'est vrai que depuis les 20 ans que je travaille et les plus de 20 ans où je m'intéresse à l'autisme, il y a quand même une sensibilisation qui se fait et qui est meilleure aujourd'hui qu'il y a 20 ans, mais il y a encore beaucoup de choses à faire, vraiment. Je pense qu'on est parfois dans une société qui est parfois peu ouverte à la différence, malheureusement, avec un besoin de performance. Et je pense qu'il faut encore davantage sensibiliser les parents des enfants d'aujourd'hui et les enfants pour dire qu'en fait, vivre des choses dans la différence ne va pas freiner leur enfant, mais va plutôt lui apprendre à grandir. Je pense qu'on doit encore avoir une sensibilisation politique, mais aussi sociétale. Je pense que la société doit vraiment évoluer. Elle évolue, mais par exemple, j'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois au Canada et c'est pas parfait au Canada. Il y a des listes d'attente, il y a aussi beaucoup de familles qui ont un diagnostic et puis ils attendent des années avant d'avoir une prise en charge adaptée. Mais là, par contre, c'est gagné dans la société. La société, ça fait partie de la société, la différence. Donc l'inclusion est plus facile. Je trouve que chez nous, on doit encore sensibiliser davantage les gens. Je trouve qu'on doit encore sensibiliser davantage les politiques. Je trouve vraiment beaucoup. Je trouve que ça doit être un projet de société et un projet politique. Il faut aussi que les politiques permettent qu'il y ait une formation par an, une supervision, une formation des professionnels. Il y a encore trop de professionnels aujourd'hui qui ne sont pas assez bien formés. Voilà, je trouve aussi. Vous êtes d'accord, hein? Oui. Ou alors, même quand ils sont formés, à qui on ne donne pas les moyens de mettre des choses en place, parce que il faut créer parfois du matériel, il faut prendre le temps de voir les familles, les rencontrer. Et puis c'est le parcours du combattant pour les familles, parce que les familles, elles attendent 1 an pour avoir un diagnostic, puis elles attendent 1 an pour avoir une prise en charge. Et surtout, quand je parle au niveau politique, c'est que la logopédie n'est pas remboursée, par exemple. Et donc, toutes ces familles qui viennent chez moi payent le prix plein pour leurs séances, n'ont pas de remboursement, les allocations... Oui, c'est énorme. Après, et comment il faut pour vivre avec ça? Après, moi, je peux décider de demander moins à certaines familles. Ça peut être mon choix, mais on ne peut pas demander à toutes les logopèdes de faire la même chose, parce que voilà, elles-mêmes doivent peut-être subvenir à... Voilà. Mais en tout cas, il faut vraiment viser déjà un remboursement de la logopédie, et il faut aussi viser... En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'enfant, à chaque moment clé de son développement, il a besoin d'un peu plus de prise en charge. Donc, il aurait besoin d'une prise en charge un peu plus intensive de 2 à 4 ans, par exemple, de 6 à 8, de 12 à 14, et puis à l'âge adulte. Et là, on donnerait beaucoup plus de moyens, mais après, l'enfant aurait des clés, et puis l'adolescent et puis l'adulte auraient des clés pour mieux grandir. Il y a pas mal de choses qui existent au niveau des enfants, au niveau du dépistage, au niveau de la prise en charge précoce. Et il y a encore des choses qui vont se créer, et c'est super, il y a des bons services d'accompagnement, mais tout le monde déjà n'en bénéficie pas. Et plus on grandit, moins il y a de services, moins il y a de prise en charge spécifique. Alors que moi je trouve qu'on doit vraiment avoir une prise en charge qui va dans le temps, vraiment longitudinale, parce qu'en fait il faut avoir un projet de vie toute sa vie. Et même si on n'est pas bien équipé.
même si on n'est pas bien équipé au niveau cognitif, on a d'autres forces. Ah oui, Et je trouve suis que... d'accord avec vous. Oui, vous êtes d'accord, hein. Et je trouve que même un jeune qui ne parle pas, pour qui c'est compliqué d'accéder aux apprentissages, il doit avoir un objectif et un projet dans sa vie. Je trouve que c'est important pour tous d'avoir vraiment des objectifs fonctionnels dans la vie et de voir comment est-ce qu'on peut intégrer ça dans la société. Et qui est, oui, des activités ensemble, qu'il y ait des classes inclusives. Alors c'est chouette, l'État a mis de plus en plus de classes inclusives, mais ils n'ont pas toujours les moyens de faire vraiment une classe inclusive qui se veut vraiment inclusive. Parce que mettre une classe isolée, mais qui n'a pas de contact avec les autres classes, elle n'est plus vraiment inclusive. Donc voilà. Selon vous, que pourrait-on faire pour améliorer la situation du point de vue des thérapeutes, des patients et surtout l'implication de leurs parents? Mais en tout cas, ce qu'on peut faire, c'est, je pense déjà que la formation des logopèdes, je vais parler plus au niveau de la logopédie, peut-être qu'il y a un accès à des formations spécifiques, qu'il y ait une systématisation des supervisions, que les logopèdes dans leur travail, la guidance parentale fasse partie de leur travail. Je pense aussi que pour les familles, pouvoir être en partenariat, c'est essentiel parce que leur réalité n'est pas la réalité d'un cabinet, qui est comme un petit laboratoire. Et pour pouvoir faire tout ça, pour pouvoir réfléchir avec le réseau qui est autour de l'enfant, mettre des choses en place spécifiques, un plan d'intervention adapté, un plan d'intervention individualisé d'apprentissage, il faut un partenariat entre tous, mais il faut aussi vraiment que les parents financièrement puissent justement subvenir à tout ça. Il y a des parents qui font des prêts pour pouvoir faire les thérapies de leurs enfants. Donc, c'est vrai que je dirais qu'un des combats par rapport à la logopédie, c'est vraiment que cette logopédie soit remboursée, que les logopèdes en tout cas soient supervisés et formés, et que le parent soit toujours au centre, et l'enfant évidemment, soit toujours au centre de ces prises en charge. C'est vraiment, au niveau logopédie, c'est ce qui me semble vraiment essentiel. Quand on aura ce remboursement, je pense que ça va changer pour beaucoup de familles aussi. Éventuellement, ouvrir plus de centres de rééducation ambulatoire, mais formés, spécifiques en autisme, parce que là, les familles peuvent aller avec une prise en charge de la mutuelle. Donc voilà, je pense qu'il faut toujours réfléchir à qu'est-ce que l'enfant a besoin, quel dispositif on va mettre dans sa vie pour qu'il puisse s'épanouir, réfléchir, est-ce que ça lui convient, au niveau des aménagements, de quoi il a besoin, au niveau des loisirs, de quoi il a besoin, soutenir les aménagements spécifiques parce qu'ils ne sont pas toujours soutenus, même si en théorie les écoles sont obligées de les mettre en place. Donc voilà, mais toujours réfléchir avec le parent et l'enfant au centre. Enfin, les parents et l'enfant au centre. Oui. J'avais aussi une petite question à vous poser. Comment on vit l'autisme dans la situation qu'on vit maintenant? Comment il vit? Est-ce qu'il est angoissé? Est-ce qu'il est... Alors, il y a eu... c'est très compliqué, en effet. C'est une très bonne question. Au premier confinement, il y a eu certaines personnes avec un TSA à qui ça a fait du bien qu'on leur fasse une petite pause. Mais alors, ces jeunes-là, c'est des jeunes qui sont assez équipés pour s'occuper seuls, que pour lire, que pour... qui savent choisir leurs loisirs. Et certains jeunes, vraiment, le premier confinement, on fait beaucoup de bien. Le retour depuis le premier confinement est très compliqué pour ces jeunes aussi, parce que tout change tout le temps. L'école ferme parce que quarantaine, les groupes changent, il y a beaucoup plus de temps libre, il y a des professeurs absents parce que quarantaine, donc c'est très compliqué. Il y a des jeunes qui faisaient beaucoup de sport et c'est important pour eux, pour leur développement, pour nous tous, quoi. Vous voyez, les adolescents, ils ont besoin, mais les adultes aussi, ils ne peuvent plus faire leur sport. Il y a des familles où c'est quand même très dur ce qui se passe au quotidien. Ils sont à temps plein, à la maison, avec leur enfant, à travailler, en télétravail. Donc en fait, ils font 2 journées. Ils gardent leur enfant toute la journée parce que c'est encore des enfants qui ont besoin qu'on les aide à s'occuper seuls. Ils ne savent pas toujours s'occuper seuls. Toujours, hein. Ou alors ils sont perdus dans des stimulations qui à un moment donné ne leur font plus du bien.
Et donc, on voit des parents aussi, des familles monoparentales, ou en tout cas, Ouais, ou voilà, des... de plus en plus. Ouais. Ouais. Et donc, il y a des mamans qui sont toute la journée avec leur enfant, et puis à 8 heures, elles font leur journée de travail jusqu'à 2 heures du matin, puis elles se relèvent à 7 heures, et puis c'est reparti. Ouais. Et donc, en effet, je trouve que c'est très, très compliqué. D'ailleurs, on voit à Saint-Luc qu'il y a vraiment... on a énormément de demandes d'urgence des familles où ils ne vont pas bien, quoi. Les enfants, les enfants, les adolescents et les adultes, c'est énormément de changements et surtout beaucoup d'activités qui sont fermées. importantes, ouais, et qui sont fermées, oui. Oui, oui, on a besoin de contact humain. Ouais, ouais, ça, c'est sûr. Et c'est important que vous parlez de ça parce que les personnes qui présentent un TSA, elles ont aussi besoin de contact humain, elles ont aussi besoin d'avoir le rythme de leur vie avec de l'école, du loisir, du sport, hein, on peut mettre ça dans les loisirs, avoir des temps libres. Mais c'est des jeunes qui ont tellement de difficultés à s'occuper seuls pendant les temps libres que c'est Ouais. extrêmement compliqué de se retrouver sans structure de loisirs ou d'école. Ouais, C'est comme pour nous tous. Sauf que comme eux, ils ne savent pas toujours bien réguler leurs émotions, parfois ça amène des troubles du comportement parce que ces temps libres sont trop longs et trop compliqués pour eux à gérer. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à vous. Hélène Vastieux, directrice d'école spécialisée Nopilif, interviewée par Caroline. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots et nous parler de votre parcours? Oui, alors, en quelques mots, puis j'ai un diplôme d'institutrice primaire. J'ai été institutrice primaire dans des écoles ordinaires pendant 9 ans. Et puis, je suis arrivée comme institutrice primaire aussi au centre Nopilif, avec donc exclusivement déjà des enfants autistes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que après 9 ans dans l'enseignement ordinaire, j'ai voulu quitter l'enseignement. J'avais essayé de trouver d'autres projets à mener. Et il se trouve que... alors pourquoi? Parce que j'ai un problème avec la norme qui était en tout cas fort présente à ce moment-là et le fait que les enfants devaient correspondre à ce qu'on attendait au niveau des apprentissages, des matières, etc. Et que finalement, les individus, les caractéristiques personnelles, les compétences particulières des enfants ne sont pas forcément mises en avant et pas exploitées suffisamment. Voilà, donc voilà, ça ne me correspondait pas, ça ne correspondait pas à mes valeurs, ce n'est pas ce à quoi je m'attendais quand je me suis engagée comme enseignante. Et du coup, il se trouve que cette année-là, où j'avais décidé de partir, on avait dans la classe de ma collègue en 3e maternelle un petit garçon autiste. Et c'est un peu grâce à lui que j'ai atterri au centre parce qu'il avait une place là-bas. Et j'ai appris qu'ils ouvraient une école en septembre 2008. Et donc, j'ai postulé. Et voilà, j'y suis toujours. J'ai fait aussi 8 ans comme institutrice. Et puis, depuis 5 ans, je suis directrice de l'école. Concernant l'accompagnement des personnes présentant un trouble du spectre autistique, quelles sont les difficultés majeures que ces enfants rencontrent et quelles solutions pouvez-vous leur proposer à eux ainsi qu'à leur famille? Oui, disons que la difficulté majeure, je dirais, c'est le nombre de demandes d'inscription par rapport au nombre de places qu'on peut offrir. Donc, on a chaque année beaucoup de demandes, on a trop de demandes et avec aussi, d'ailleurs, on n'est pas les seuls, hein, à Bruxelles, il y a d'autres écoles qui prennent en charge des classes teach, comme on les appelle, donc des classes qui utilisent la pédagogie adaptée à l'autisme. Mais toutes les écoles sont remplies et donc on se retrouve face à des familles qui ont parfois pas de solution, qui ne peuvent pas mettre leur enfant à l'école parce qu'il n'y a plus de place du tout. Voilà, ce que nous, on peut leur offrir à notre niveau, c'est les places qu'on a, c'est tout. C'est fort limité. Par contre, on se rend compte aussi quand on a les familles au téléphone pour les inscriptions, il y en a qui sont bien au courant des démarches à effectuer, des services qui existent pour les personnes qui ont de l'autisme. Mais il y a aussi des familles qui arrivent un petit peu
qui viennent d'arriver dans le milieu, on va dire, de l'autisme ou du handicap. Et donc, eux, ils ont besoin d'aide. À ma connaissance, il n'y a pas quelque chose qui centralise les informations, qui peut les aiguiller, etc. Donc voilà, c'est pas grand-chose, mais on prend quand même un petit peu le temps de les aiguiller vers les bons services, d'appeler les bonnes personnes et on croise les doigts avec eux. Mais voilà, on peut pas faire grand-chose de plus puisque on n'a pas cette casquette-là, quoi. Et par rapport aux familles qui sont chez nous, j'espère qu'on les soutient du mieux qu'on peut. On a l'école, mais on a le CRA, le CRA Nopilif, donc le centre de réadaptation ambulatoire, donc qui travaille en collaboration avec l'école. Et donc, on offre quand même une prise en charge globale et vraiment très adaptée à l'autisme des enfants. D'accord. Et lorsque vous pouvez pas accueillir un enfant autiste, est-ce que vous réorientez les parents vers d'autres écoles ou services? Oui, on a une petite liste d'écoles sur Bruxelles. On espère toujours qu'il y ait des nouvelles places. On espère nous-mêmes en ouvrir quelques-unes bientôt. Mais la plupart du temps, ces écoles-là sont déjà connues des familles. Donc, en général, ils ont déjà cette liste, la plupart du temps. Et oui, donc c'est qu'il y a vraiment plus de place nulle part. Donc, c'est très difficile parce qu'on ne sait pas faire, on ne sait rien faire, quoi. On est coincé par le manque de place, en tout cas à Bruxelles. Je ne sais pas du tout comment ça se passe dans les autres régions de Belgique, mais à Bruxelles, ça semble nécessaire d'ouvrir de nouvelles places, oui, pour eux. Est-ce qu'on peut imaginer une insertion d'une personne autisme dans une école ordinaire, entre guillemets Oui, c'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé de ça, mais complètement, oui. Nous avons notre école et le CRA qui travaillent ensemble à un endroit. On a quand même un projet aussi enfin, c'est pas un projet, il est en cours, je veux dire, ce n'est plus à l'état de rêve. Depuis 3 ans, une classe à visée inclusive, donc une classe de 7 ou 8 enfants autistes dans une école ordinaire à Laken. Donc, ils partagent des activités, voilà, quand ce sera possible, pédagogiques, mais en tout cas sportives, c'est aussi du pédagogique, sportives, culturelles, etc., avec des enfants de l'enseignement ordinaire très, très souvent sur la semaine. Et alors, on suit 16 enfants autistes directement dans leur classe, donc ils sont à 100% dans une classe de l'enseignement ordinaire, donc avec des écoles partenaires pour le moment. L'enseignement spécialisé pour gérer ces projets d'intégration reçoit des périodes et donc on a des personnes, des enseignants et des thérapeutes qui ont travaillé chez nous, voilà, qui sont donc formés, etc., qui vont aider, soutenir et aider aussi à mettre en place des aménagements raisonnables pour la classe de l'ordinaire et puis bon, parfois il faut un peu plus que simplement quelques aménagements raisonnables. D'ailleurs, c'est souvent pour ça qu'on est là. Donc, et donc suivre l'enfant, l'aider à s'intégrer, hein, j'aime pas, mais je ne sais pas si on aide l'enfant autiste à s'intégrer dans sa classe ou si on aide les autres enfants de la classe à inclure l'enfant autiste dans la classe. Mais en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on voit les choses. C'est plutôt sous forme d'inclusion. Et donc, oui, c'est tout à fait possible. Il y en a plein qui continuent. Nous, on travaille avec les enfants jusqu'à 13 ans au niveau de l'école, mais on a des écoles secondaires aussi qui poursuivent les projets jusqu'à la fin du secondaire. Oui. Que doit-on retenir de l'autisme selon vous? L'image qu'on se fait de l'autisme est souvent dans un sens ou dans l'autre.
on a l'impression que c'est plutôt négatif ou difficile, etc. Donc oui, c'est clair que c'est pas aussi simple, on va dire, entre guillemets, quand on a un enfant autiste de l'éduquer par rapport à un enfant qui ne l'est pas, qui est un enfant neurotypique. Je pense, parce que je ne suis pas dans la situation. Mais comme tout être humain, les enfants autistes, c'est un seul mot pour caractériser beaucoup de choses. Ça peut aller dans tous les sens, quoi. Donc, c'est difficile de vraiment définir, de caractériser ce que c'est l'autisme, parce qu'il n'y a pas qu'un aspect. Par contre, je pense que si vous demandez à tous ceux qui ont appris à connaître l'autisme et les autismes, on va dire, et les enfants chez nous, parce que ce sont des enfants, mais évidemment, on garde l'autisme à l'âge adulte aussi, c'est qu'ils nous apprennent des choses sur nous, c'est qu'ils nous apprennent à être très patients, tolérants, et qu'on peut apprendre des choses sur notre fonctionnement parce qu'on est obligé de tout le temps bien comprendre ce qui se passe. Le fonctionnement d'un enfant autiste n'est pas le même que le fonctionnement de la plupart des neurotypiques, mais il y a des choses qui sont communes, il y a des choses où on doit se casser la tête pour comprendre, et c'est riche en fait pour nous aussi. D'accord. Merci pour votre témoignage. Amina Malki, directrice de 3 écoles maternelles qui proposent une pédagogie alternative et inclusive, interviewée par Adama. Bonjour madame, pouvez-vous vous présenter et nous parler de votre parcours? Alors, je m'appelle Amina Malki et donc je suis institutrice maternelle de formation et institutrice maternelle de vocation. C'est vraiment un choix d'enseigner dans les petites classes avec les plus jeunes parce que j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup d'enjeux. L'enseignement est vraiment porteur dès le plus jeune âge. Donc voilà, ça a été un choix de vie. Et alors, je suis maman d'un petit garçon de 2 ans qui m'apporte énormément de joie. Et je suis directrice là depuis 2 ans. Avant ça, j'étais conseillère pédagogique pendant 2 ans et puis institutrice dans une classe maternelle. Et j'ai travaillé avec tous les niveaux d'âge et j'ai eu la chance de travailler avec des enfants qui avaient des besoins, voilà, des besoins propres. On faisait de l'inclusion sans demande, on va dire. On les accueille et puis voilà, on les découvre tels qu'ils sont. Et alors, ils ont effectivement des besoins spécifiques et on s'adapte. Voilà, ça c'est un peu mon parcours. Vous avez plusieurs enfants en inclusion dans votre école. Pouvez-vous nous présenter votre école et nous expliquer l'importance de l'inclusion dans le milieu ordinaire, tant pour les enfants extraordinaires que pour les enfants neurotypiques? Alors ici, donc, je suis directrice de 3 jardins d'enfants qui sont composés de 4 classes chacun. Et c'est l'école des aigrettes, en fait, qui accueille des élèves à besoins spécifiques. Elles en ont 2 diagnostiqués et 2 en cours de diagnostic. Voilà, donc il y a 4 élèves où on ressent de plus gros besoins, on va dire. Alors, nous accueillons 4 élèves à besoins spécifiques, dont 2 seulement sont diagnostiqués, les 2 autres sont en cours de diagnostic. Mais on a la chance d'avoir une aide supplémentaire. On a une puéricultrice en plus dans notre établissement qui nous permet vraiment de pouvoir répondre à certains besoins comme les besoins de développer l'autonomie, les soins d'eux-mêmes, parce que ce sont des enfants qui souvent ne sont pas spécialement autonomes aux toilettes. Donc voilà, il faut les aider. Il y a des escaliers aussi, donc il faut les accompagner. Et alors, ces enfants ont été accueillis sans question. C'est-à-dire voilà, ils ont été inscrits à l'école, tout simplement. Et on n'a pas
On n'a pas commencé à creuser pour savoir s'il y avait un besoin ou pas et les réorienter. Donc, ils ont été accueillis vraiment à bras ouverts. Il faut savoir aussi que les parents sont des grands partenaires. C'est vraiment le premier partenaire, c'est le parent, et c'est eux qui mettent en place aussi l'accompagnement, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on est souvent trop peu formé pour accompagner les enfants, et donc on a besoin de formation, d'accompagnement pour aider ces élèves. Et ces élèves, ce qui est, comme pour tous les enfants, hein, mais avec eux, il y a quelque chose d'autre qui se développe, c'est toutes les petites joies des réussites. Voilà, c'est quand on voit que tout ce qu'on met en place, toutes les réunions, toutes les réflexions portent leurs fruits et qu'on est dans une vraie inclusion et on n'a plus besoin d'un accompagnement. Voilà, ça c'est vraiment la grande réussite à l'école, et on tend vers en tout cas à l'école Les Aigrettes, on tend vers ce dispositif parce que les enseignantes ont eu la chance de bénéficier, grâce à une maman d'élève, d'un accompagnement avec le SOUSA. Et donc, les institutrices suivent une formation en pédagogie alternative justement pour pouvoir développer différentes pédagogies auprès de leurs élèves. Et peu importe les besoins des élèves, hein, c'est vraiment pour tous les élèves. Et alors, ce qu'apportent les élèves à besoins spécifiques, c'est qu'ils apportent la réflexion pédagogique. Donc, l'enseignant doit toujours remettre en question ces pratiques, et elles sont offertes à tous les enfants. C'est-à-dire que comme elle doit s'adapter, elle fait de la différenciation pour tout le monde. Voilà, ça c'est vraiment ce que ça apporte. Je suis convaincue qu'il y a énormément de positifs à avoir des enfants en inclusion, mais il faut vraiment, malheureusement, il faut que les parents soient partenaires et que les enseignants aient un accompagnement. Parce que sinon, les enseignants peuvent être vite perdus aussi. Se sentir déboussolés face à comment faire, ne pas savoir. S'il y a un diagnostic qui est posé, ça aide, vraiment. Qu'est-ce qui vous a marqué en travaillant avec ces enfants extraordinaires? Alors, je vais parler de ma pratique pédagogique en classe et non en tant que directrice, parce que ce n'est pas du tout la même chose. Tout ce que je peux faire, moi, en tant que directrice, c'est accompagner, soutenir les équipes et les parents et faire le lien. Mais en tant qu'institutrice, moi, ça m'a convaincue, vraiment. Et d'ailleurs, si vous permettez, je voudrais dédier cela à Safia, qui a été une de mes plus belles rencontres. C'était une petite fille, mais non, c'est une grande ado qui est porteuse d'une trisomie, et que j'ai accompagnée durant sa scolarité, toute sa scolarité maternelle. Et c'est incroyable ce qu'elle a apporté à l'école. Incroyable ce qu'elle a apporté dans sa classe et ce qu'elle a apporté dans ma carrière à moi. Donc cette rencontre, en fait, m'a amenée à devenir directrice et à vouloir favoriser l'inclusion. Donc c'est une enfant qui était très accompagnée de ses parents, hein, qui ont fait de la psychomotricité, qui voyaient tous les thérapeutes à côté de l'école. Et Safia, je n'ai pas le sentiment qu'elle était différente. C'était un enfant avec ses besoins, mais comme tous les enfants ont leurs propres besoins, vous voyez. Je disais toujours, si ça ne se voyait pas, on ne le saurait pas. Voilà, parce qu'elle avait ses propres besoins, mais je vous dis comme les autres. Et voilà, et donc Safia a énormément évolué. Maintenant, elle est à l'école secondaire. Elle a pu, grâce à l'inclusion en maternelle, parce que c'est une pure inclusion qu'on a vécue, hein. Il n'y avait pas d'aide, il n'y avait pas de péricultrice, vraiment c'est une pure inclusion. Elle n'a pu, voilà. Je pense qu'elle aurait pu continuer à l'école ordinaire en primaire si elle avait trouvé une école. Voilà, j'en suis convaincue. Pour moi, elle a développé énormément de compétences. Et au niveau des élèves, elle a apporté toutes ces compétences socio-affectives, la bienveillance, le respect, l'empathie. Voilà.
Est-ce qu'elle a apporté un regard sur la différence? Je ne sais pas, puisque pour moi, elle n'était pas différente, vous voyez. Mais peut-être que pour les enfants, dans leur avenir, puisqu'ils étaient jeunes, entre 2 ans et demi et 6 ans, ils n'auront peut-être pas peur, en fait, de l'élève trisomique. Et voilà, je suis convaincue qu'accueillir des enfants extraordinaires apporte de l'extraordinaire. Voilà. Que rajouter en conclusion de ces témoignages bouleversants? Peut-être que, pour que l'autisme soit plus synonyme d'autisme, d'exclusion, tendons-leur la main pour les aider à trouver leur place au cœur de notre société.